On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'un beau projet pour les jeunes de 12 à 17 ans, gestion d'entreprise durant l'été avec le Carrefour Jeunesse Emploi. Mais d'abord, parlons des biscuits sourires Tim Hortons. Parlons du retour de la balade de rêve avec la Fondation Le Renfort. Parlons de la Fondation Le Renfort. Oui, on revient avec les biscuits sourires, on va avoir besoin de bénévoles, mais surtout la balade de rêve qui revient le 18 septembre. Ça fait comme du bien de voir qu'il y a des événements qu'on connaissait avant la pandémie qui vont finir par revenir et qu'on va finir par retrouver une certaine normalité. Bref, on parle de tout ça et de la Fondation aussi en général avec sa directrice générale, Andréane Jalbert. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, comment ça a été depuis la pandémie, depuis mars 2020? C'était quoi les impacts sur une fondation comme la vôtre? Bien, drôlement, pour la Fondation, ça l'a bien été. On a vraiment bien tiré notre épingle du jeu. On est très fiers de ça. Je me souviens vraiment, en mars, avril, où on n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. On avait même dit avec l'équipe, bon, on va ralentir la sollicitation, on va respecter ce que les entreprises, les donateurs vivent. Puis finalement, les gens ont été doublement généreux comparativement à d'habitude. C'était vraiment très gratifiant. Je pense surtout à nos entreprises de chez nous, nos restaurateurs même qui ont continué de nous aider. Donc, au niveau de la Fondation, ça l'a bien été. On va sortir notre rapport annuel dans les prochains jours. Et c'était vraiment, c'est ça. Les événements ont bien été malgré la conversion aussi au virtuel. Bon, bien parlons des événements parce que là, tous les événements sociaux auxquels on est habitué, les événements bénéfices ont été transformés dans certains cas dans des événements de type virtuel. Finalement, au change, vous y perdez pas trop? Bien, c'est sûr que pour l'année 2020, en fait, nous, notre dégustation de vin et fromage qu'on tient annuellement était 2 semaines après l'annonce de l'OMS pour la COVID. Ouais. Donc, on avait des gens qui avaient déjà acheté des billets et qui ont généreusement accepté de convertir en dons. Donc, les pertes ont été limitées de ce côté-là. On a aussi fait notre encamp virtuel pour la première fois en 2020 avec les prix qu'on avait collectés pour cet événement-là. La balade de rêve a été transformée en parade de rêve. On pourra en parler tantôt. Donc, oui, au final, ça l'a bien été. On a eu une nouvelle campagne, qui est les biscuits sourires l'an passé. C'est sûr que le début de cette année 2021, on voit que les gens commencent à être tannés du virtuel. On n'a pas pu tenir notre dégustation de vin et fromage encore et on a choisi volontairement de ne pas la tenir sous format de boîte repas livrée. On pense que les gens sont tannés. Le concept a été utilisé quelques fois, comme on dit, puis ce qui est virtuel, d'autant qu'on est les zones oranges, les terrasses rouges. Je pense que là, les gens ont le goût de sortir un peu, là. Et puis, c'était quoi aussi l'impact sur les usagers, les clients de la Fondation? Bien, merci de poser la question parce que souvent, c'est à ces gens qu'il faut penser en premier. Cette année, à la Fondation, on a financé des dons qu'on n'avait pas l'habitude de financer. Et c'était très, très touchant de voir ça. Pour ceux peut-être qui ne le savent pas, à la Fondation, on redistribue nos fonds à des familles à faible revenu qui ont un enfant ou un adulte qui présente une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Et normalement, on finance des camps de jour, des loisirs, tout ce qui est vraiment de l'intégration sociale. Et là, cette année, il n'y en a pas eu de ces activités-là. Ça a été très stressant pour les parents, les enfants. Et comme je vous dis, cette année, on a financé... Parce que les gens avaient besoin de notre aide quand même. Mais je vous donne un exemple. On s'est retrouvé à financer des séances de psychothérapie pour la première fois. Un usager adulte qui est en dépression, qui ne comprend pas la COVID, le parent, il est épuisé. On a financé de l'aide alimentaire. On a financé vraiment des besoins de subsistance cette année. Puis c'était vraiment touchant. On a des familles même qui, normalement, ne se qualifient pas pour une demande de don à la Fondation dû au seuil de revenus qui est dépassé. Des familles qui venaient de perdre leur emploi complètement, qui ne savaient plus où se retourner. Donc, c'est ça qu'on a fait cette année à la Fondation. Puis autant que je dis oui, la Fondation, au niveau des levées de fonds, ça a bien été, mais pas autant au niveau des familles. Moi, j'ai eu une pensée particulière au printemps, quand on vivait le début de la pandémie. Et là, je pensais, entre autres, aux enfants qui, normalement, vont à Marie-Rivier. Et là, je me disais, les parents, ils font quoi? Les parents qui, normalement, ont du répit, là, parce que le répit, ça fait partie aussi un peu des services. Là, avec la pandémie, on est limité là-dessus. J'ai eu vraiment beaucoup de pensées pour les parents dont les enfants ont une déficience intellectuelle ou un spectre de l'autisme et tout ça. Je me suis dit, ces parents-là, ils ont fait quoi pendant la pandémie? Ils se sont adaptés, comme la plupart ont dû le faire, mais effectivement, c'est une adaptation qui...
c'est plus juste d'être un parent, c'est d'être un parent d'un enfant qui est différent. Puis il y a des techniques à avoir que les parents ne sont pas nécessairement outillés de ce côté-là. Donc, ça n'a pas été facile. Je pense quand même que si on regarde du positif, les annonces de déconfinement sont excellentes pour ces parents-là. Parce que juste d'envoyer son enfant une journée dans un camp, ça fait un répit. Et on l'a dit tantôt, tout le volet social, parce que aussi, un des volets qui est intéressant pour les personnes qui sont atteintes de spectre de l'autisme ou de déficience intellectuelle, c'est de les intégrer au niveau de l'emploi, au niveau des activités. Et puis là, bien, tout ça est extrêmement restrictif dans la dernière année. C'est sûr que ce volet-là, on n'a pas pu bien le développer. Là. Bien, c'est des gens qui sont malheureusement isolés en général de la société et là, qui ont été encore plus isolés. Et c'est des gens qui ne sont pas nécessairement... qui traversent pas les épreuves de la même façon qu'une personne neurotypique les traverse. Donc, ne pas comprendre la COVID, ne pas comprendre de devoir rester à la maison, de porter un masque, c'est toutes des choses qui créent une désorganisation chez ces personnes-là. Et pour le parent, c'était effectivement vraiment pas facile. Bon. L'an passé, la balade de rêve s'est transformée en parade de rêve, si on veut, parce que normalement, la balade, c'est qu'on peut amener des personnes à l'intérieur des autos, puis là, on peut parfois faire 1, 2, 3 ou 4 tours, 4 véhicules différents. Bref, on est assis dans la même voiture, souvent 2, 3, 4 personnes. Évidemment, ça n'a pas été possible l'an passé. Donc, comment on a transformé la balade l'an passé? La balade est devenue une parade. Donc, c'était vraiment le même concept, en fait, mais au lieu d'avoir un embarquement, c'était les voitures qui allaient vers les usagers, qui étaient assis donc dans certains sites là, dans la ville, qui étaient bloqués, qui respectaient la distanciation. Et ça a été tout aussi apprécié, en fait, parce que le moment était quand même vraiment le fun. Les voitures étaient là, les gens ont levé des fonds. Il n'y avait juste pas cette espèce de connexion-là, effectivement, qu'on crée entre le chauffeur et le participant pendant la balade. Là. Bon. Et là, le 18 septembre 2021 qui s'en vient, est-ce qu'on revient dans une formule quasi habituelle? On l'espère. C'est sûr qu'on est super positif en ce moment là, du taux d'annonces qui ont été faites. On croit qu'on va pouvoir tenir notre balade dans le format traditionnel. C'est sûr et certain qu'au niveau des sites où on arrête normalement, eux, ils sont pas nécessairement certains si ça va pouvoir fonctionner de la même façon, malgré que ce soit un événement qui est extérieur. Mais pour le moment, on est confiant qu'on va pouvoir la tenir telle quelle. Et donc, pour le moment, vous, l'on vise à organiser une balade de rêve comme avant, le 18 septembre 2021. Puis c'est quoi les trucs habituels? On part du Bougainvilliers, on embarque, on arrête au Carrefour La Plante, on s'en va au collège, on mange sous un chapiteau. Est-ce qu'on est encore là-dedans? Bien, c'est justement là où on a peut-être le seul questionnement. Là, je pense par exemple à la Corporation du Fort-Saint-Jean qui ont peut-être certaines limitations au niveau de leur site. Ça, c'est le questionnement qu'on a actuellement, où on va arrêter. Mais si la distanciation le permet, on va faire des embarquements quand même. Est-ce que vous faites un plan A, B, C, D, E? Bien, notre plan A, ce serait de faire notre balade traditionnelle, mais le plan B, c'est de le faire comme l'an passé. L'an passé, ça a été énormément d'organisation. C'était comme créer un nouvel événement complètement. Un plan B+. Ou un plan, c'est ça, ou B-. Là. Donc, on est quand même outillés là, pour le faire, mais on espère pouvoir arrêter à nos sites habituels quand même. Donc là, ça veut dire quoi? À partir de maintenant, vous recrutez comme à l'habitude les chauffeurs, les participants. Donc, on reprend le canevas là, qui... Ça prend quand même quelques semaines, voire quelques mois, organiser ça. C'est quand même une pas pire organisation. Mais là, ça veut dire qu'on commence là? On vient juste de commencer à envoyer nos premiers courriels aux chauffeurs. On sollicite toute personne, en fait, qui a un intérêt à chauffer ou à même participer à titre de bénévole pour l'événement. On en est à voir aussi pour des plans de partenariat pour l'événement qui offrent une super belle visibilité aux entreprises. Donc, on commence ça actuellement, là, puis on va commencer à l'annoncer sur nos médias aussi. Là. Bon. Autre truc également, puis vous l'avez fait l'an passé, c'est les fameux biscuits sourires de Tim Hortons. Là, de ce que je comprends, vous cherchez des bénévoles dans la semaine du 13 au 19 septembre. Pourquoi? Pour faire des biscuits? Pour faire des sourires, en fait. Confectionner et en donner aussi. Pour ceux qui ne la connaissent pas, la campagne Biscuits Sourires, c'est une fois par année chez Tim Hortons, au national complet. C'est plus de 500 organismes qui sont aidés chaque année. L'an passé, effectivement, on a 3 franchisés de la région qui nous ont choisis, qui représentaient 12 restaurants. Et effectivement, le concept, dans le fait, pour les bénévoles, c'est d'aller sur place, de faire des sourires avec du crémage. Puis en fait, ce que ça fait, c'est que ça libère ce temps-là aux employés du restaurant pour pouvoir d'en vendre plus, ultimement. Puis cette année, c'est un immense honneur pour nous d'avoir été choisis à nouveau par ces franchisés-là, mais en plus par des nouveaux franchisés dans les villes avoisinantes de Saint-Jean-sur-Richelieu qui sont dans notre territoire à nous, à la Fondation. Donc cette année, c'est 18 restaurants qui vont nous supporter. On a besoin de bénévoles. Donc, il y a 18 Tim Hortons dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu élargie, là,
qui vont participer au Biscuit Sourire. Oui, donc on va jusqu'à Chambly, Carignan, Marieville, Richelieu, Naperville, Hemingford. 18 restaurants et effectivement, on a besoin des gens de 6 à 6 à chaque jour. Donc, toute personne qui est intéressée peut aller sur notre site. On a créé un formulaire électronique pour enregistrer ses disponibilités. Ça va être vraiment le fun. On a besoin de combien de bénévoles? Au moins 200, facile. 200 L'an bénévoles. passé, c'est plus d'une centaine qu'on a eu, puis cette année, ça en prend encore plus. Okay. Et là, dans le fond, c'est aussi dans cette même semaine-là que Tim les vend, c'est ça? Pardon? Que Tim Hortons vend les biscuits? Oui, exactement. Donc, oui. Au coût de 1 $, le dollar complet revient à la Fondation. Wow! Puis je pense que, en fait, nous, notre plus grande fierté dans cet événement-là aussi, c'est qu'on peut intégrer nos usagers dans l'activité. Ben oui, c'est clair. Donc, nos usagers qui sont là à une table pour les faire, ça donne une visibilité, c'est vraiment le fun pour ça. Ça peut rapporter potentiellement combien d'argent, ça? L'an passé, on a ramassé 43 876 $ exactement. Bon. C'était énorme. C'est des gros montants pour nous. On peut vraiment aider beaucoup de gens avec ça. Donc, cette année, on espère pouvoir ramasser encore plus. Wow! Donc là, si vous désirez faire, dans le fond, des sourires, hein, c'est ça qu'il faut? Parce que les biscuits, dans le fond, ils arrivent tout fait, c'est ça? Le biscuit arrive, mais là, il faut mettre un sourire dessus. Là. Exactement. OK. Donc, du 13 au 19 septembre, on a besoin d'au moins 200 bénévoles pour faire des sourires sur les biscuits sourires de Tim Hortons dans ces restaurants-là de la région. Donc, on peut aller sur lerenfort.com pour remplir le formulaire? Tout à fait. On va prendre les disponibilités des gens, tout ce qu'ils sont prêts à donner, que ce soit un 2 heures ou la semaine complète. Puis nous, après ça, on va formuler des horaires pour ça. Au final, le renfort, ça aide combien de personnes? Combien de familles? Au total, on aide plus de 250 familles par année. Mais ça, c'est seulement au niveau de l'aide financière, des dons directs qu'on donne. C'est plus d'une centaine d'usagers qui viennent à chaque année à l'activité de la balade de rêve. C'est plusieurs activités aussi là, qu'on organise de ce côté-là. Mais on est profondément convaincus qu'il y a encore trop de familles qui ne nous connaissent pas, puis qu'il y a beaucoup plus de familles en région qu'on pourrait aider. Donc, on lance l'appel à tous. Là. Si on peut vous aider, on est là pour ça. Retour de la balade de rêve le 18 septembre. Retour des biscuits sourires également à la mi-septembre au bénéfice, au profit du renfort. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on surfe. Oui, du côté de Sainte-Anne-de-Sabrevois avec EcoSurf Canada, Tommy Goyette. Et en deuxième partie, Ben, une Macédoine sportive. William Julien. Ne manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Toujours intéressant de semer des idées, encadrer nos jeunes et quoi de mieux de le faire durant l'été, d'autant avec l'année qu'on vient de vivre. Une année probablement un peu difficile pour un peu nous tous, mais entre autres les jeunes. Puis la dernière année scolaire qu'on a vécue un peu particulière, c'est le Carrefour Jeunesse Emploi Iberville-Saint-Jean qui offre, et ça depuis plusieurs années maintenant, comme un cours d'initiation à la gestion d'entreprise. Pour en parler avec nous, notre invitée Véronique Dubuc. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de nous recevoir. Bon, qu'est-ce que c'est comme projet, comme programme que le Carrefour Jeunesse offre depuis tant d'années? Oui, bien en fait, nous, on les appelle les coopératives d'initiation à l'entrepreneuriat collectif. C'est un très long nom qu'on résume à l'interne par CIEC. Puis en fait, c'est de donner l'opportunité aux jeunes de monter leur propre entreprise de services, qui est une coopérative. Donc, dans le fond, ils s'en vont offrir leurs services aux gens de la communauté, que ce soit monsieur, madame, tout le monde, ou des organismes. La ville aussi, parfois, on arrive à décrocher des contrats. Et dans le fond, il faut vraiment qu'ils gèrent leur entreprise. Donc, ils doivent s'investir dans un des 3 comités, que ce soit le comité ressources humaines pour établir le code de conduite, comment on va faire pour attribuer les contrats quand les gens appellent, et etc. Quel genre d'atelier, par exemple, ou de formation on aimerait recevoir pour vraiment se monter un bagage.
Il y a le comité finance, évidemment, pour tout ce qui est comptabilité, et le comité marketing, qui s'occupe de comment on va faire promouvoir, comment on va se faire connaître, développer des outils, du matériel publicitaire, etc. En dehors de ça, il y a des CA, donc c'est eux qui établissent, quel salaire on demande pour tel type d'emploi. C'est eux qui vont aller évaluer, faire des soumissions chez les clients, encadrés évidemment par des coordonnatrices qu'on engage aussi par les carrières été et le fonds FTQ. Donc, c'est des étudiantes de niveau cégep ou universitaire qui vont vraiment encadrer les jeunes puis les accompagner dans leur développement vers l'autonomie. Les jeunes, là, on parle de quelle fourchette d'âge? C'est offert pour les 12 à 17 ans. C'est sûr qu'avec les dernières années, les employeurs y engagent un peu plus tôt. Donc, on se ramasse plus avec des 12-15 ans. OK. Vous les recrutez de quelle façon? De quelle façon ils s'inscrivent? Oui, bien, par les années précédentes, c'était facile parce qu'on avait accès à toutes les écoles, surtout. On fait beaucoup de publicité aussi. Puis, étant donné que c'est un projet qui roule depuis presque 25 ans, surtout à Saint-Jean-sur-Richelieu, bien, les gens, ils ont le réflexe de tout de suite nous contacter avant même qu'on commence le recrutement. Donc, présentement, à Saint-Jean, on a déjà une liste de 35 noms là, qui nous attendent, qu'on doit relancer. Mais il y a un processus d'entrevue parce qu'on en garde entre 10 et 15 à Saint-Jean. Dans nos points de service, c'est un peu moins. Mais oui, il y a des entrevues parce que c'est vraiment comme si on applique pour un travail, mais on vend ça vraiment comme une expérience plus qu'autre chose, là. Qu'est-ce que vous leur demandez en entrevue? Qu'est-ce qui fait que vous choisissez un candidat et non pas un autre? Ça va surtout sur les valeurs, le fait qu'ils comprennent dans quoi ils s'embarquent, parce que c'est pas, ils n'ont pas un salaire fixe à chaque semaine. Si, par exemple, Pierre, Paul va faire une tonne de gazon chez un particulier, ça ne va pas directement dans ses poches. Ça va dans le fond de la coopérative. Et après, l'argent va être distribué selon les heures d'implication et tout ça. Donc, c'est vraiment... Il ne faut pas qu'ils viennent en se disant « Ah, moi, cet été, je ne veux pas travailler au McDo, je vais aller faire les coopératives pour avoir du cash. » C'est pas de même que ça marche. Oui, ils établissent leurs propres règles. Ils sont en quelque sorte leurs propres boss parce que c'est eux qui prennent les décisions, c'est eux qui vont établir pas mal toute l'organisation, mais reste que c'est vraiment, on veut des jeunes impliqués, proactifs, polyvalents. Fait que ça veut dire quoi? Que l'argent va dans un grand pot qu'on redistribue ensuite, c'est ça? Oui, exactement. Donc, c'est vraiment le principe d'une coopérative. Là, s'il y en a qui travaillent plus que l'autre ou moins que l'autre, il arrive quoi? Ils vont avoir moins de retours à la fin de l'année. OK. C'est calculé en fonction de ça. Oui, c'est eux qui décident combien d'heures minimum les jeunes doivent mettre par semaine pour vraiment veiller au bon fonctionnement de la coopérative. Qu'est-ce que ça leur demande comme implication, comme heure? Là, on comprend qu'on est comme au début du mois de juin. Oui. Et là, on va commencer, dans le fond, le programme? Bien, eux, là, on attend la fin des classes, bien évidemment. On ne veut pas entrer en conflit avec l'année scolaire. Donc, eux, ils débutent le 28 juin, donc c'est très bientôt. Les entrevues se font dans les prochaines semaines. Donc, bientôt, tous ceux qui avaient déjà laissé leur nom vont recevoir un appel là, pour les inviter à la soirée d'information, parce qu'on fait aussi une soirée d'information pour qu'aussi les parents comprennent le projet puis ce dans quoi ils s'impliquent, pour pas qu'après, il y ait une mauvaise communication entre ce que le jeune pensait que c'était le projet et ce que le parent reçoit comme information. Et après ça, une fois que ça démarre, c'est quoi? C'est du quasi-temps plein? Non, mais c'est vraiment variable. C'est variable, hein? Okay. Oui, comme je disais, souvent, il y a un minimum de 10 à 15 heures à faire. Okay. Mais sinon, il y en a qui sont là du lundi au vendredi. Il y a des événements, des fois aussi, qui arrivent la fin de semaine. Ils ont déjà eu... bien, souvent, ici, à la fête nationale, ils étaient responsables de la zone jeunesse. Donc, bien là, cette année, ça ne se pourra pas, mais il y a d'autres types de contrats comme ça qui se passent soit en soirée, en fin de semaine. Donc, ça dépend vraiment des disponibilités des jeunes. Et ça dure jusqu'à la fin du mois d'août? C'est jusqu'au 20 août. Jusqu'au 20 août. Donc, juste avant le retour en classe, oui. Et c'est quoi, dans le fond, les services qui sont proposés? On a parlé tantôt de tonte de gazon, peinture, je ne sais pas trop. Oui, ça peut être quelqu'un qui a besoin de teindre sa galerie, sa clôture, nettoyer sa piscine. Ça, c'est pour les particuliers. On a déjà fait du désherbage avec les villes. Il y a déjà eu, les fêtes nationales, de la surveillance d'événements. Il y a aussi des fois nettoyage de modules. Des fois, dans des camps de vacances, ils nous demandent de, justement, faire du ménage ou des choses comme ça, nettoyer les casiers dans les écoles. Ça peut être pour des organismes aussi. Oui, c'est des jeunes
en très bas âge. Donc, c'est sûr qu'on ne va pas repeinturer une maison. C'est On clair, y on va s'entend, avec la logique et le gros bon sens. Il faut quand même être conscient de ça aussi quand on les appelle. On ne peut pas soulever de lourdes charges, mais sinon, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire. Quand on regarde les années passées, qu'est-ce que ça a donné comme résultat ou même... Est-ce que vous avez parfois une espèce de feedback d'un tel a fait ça il y a 7-8 ans, puis aujourd'hui, il fait d'autres choses? Je ne sais pas en quoi ça a allumé une lumière en eux, là? Bien, il y a différents profils, évidemment, mais il y en a pour certains que la comptabilité, au début, quand on disait « Ah, tu vas être dans... Je vais prendre le comité finance parce qu'il n'y a personne qui veut faire ça », puis finalement, qui a vraiment développé une passion pour les chiffres et tout ça, puis qui est allé en comptabilité. Ça, c'est un exemple commun. Mais il y a aussi des gens qui, les parents venaient nous voir à la fin du projet puis disaient « Hey, mon enfant, là, il sortait pas de sa chambre. Je le voyais pas. Puis là, maintenant, il y a un réseau d'amis. Il connaît les acteurs du milieu. Il savait même pas qu'il y avait Saint-Vincent-de-Paul à côté ou il savait pas qu'il y avait tel type de ressources pour lui. Ouais. Puis, outre ça, le fait qu'on est dans un carrefour jeunesse-emploi, bien, c'est sûr que des ateliers sur comment on fait un CV, qu'est-ce qu'on met quand on n'a pas d'expérience. T'sais, parce que les jeunes aussi de 12 à 15 ans, ils n'ont pas fait 18 jobs avant ça. Donc, c'est sûr que d'essayer de travailler le bilan des compétences, le service à la clientèle, c'est quoi les critères de base, tout ça. Fait que c'est sûr qu'ils ressortent de là avec une méthodologie de travail aussi, parce qu'il faut vraiment être organisé. C'est toi qui es en charge. Oui, les coordonnatrices sont là pour t'aider, mais plus l'été va, plus il faut qu'on leur laisse de l'autonomie, puis que c'est eux qui animent eux-mêmes le conseil d'administration et tout ça. Fait que c'est beaucoup de responsabilités. Fait que ils se sentent valorisés aussi à la fin du projet d'avoir été en mesure d'accomplir ça. Mais c'est clair, des fois, que juste confectionner son premier CV, même pour les parents qui les aident, des fois, c'est un peu troublant parce qu'on dit, OK, qu'est-ce qu'on met là-dedans? OK, là, tu es inscrit au PEI, tu aimes beaucoup le basketball, tu as fait du gardiennage, tu as surveillé à la nature, tu sais pas, mais tu as eu le cours de premiers soins ou... mais le PEI puis le basketball, il y a de quoi aller chercher là-dedans. Oui, c'est ça. Parce que, justement, ça amène une certaine discipline personnelle. Bon, en tout cas, etc. Mais est-ce qu'il y en a chez qui ça éveille en eux aussi une espèce de fibre entrepreneuriale? Oui. Bien, nous, il y en a, justement, il y a une des coordonnatrices qui va être à Marieville cet été. Puis elle a passé par le projet quand elle était jeune. Et puis là, elle a eu une idée, justement, elle voulait redonner aux autres. Puis il y en a une aussi qui avait parti son entreprise par un projet du Carrefour aussi. Donc, que oui, ça a donné le goût de « Hey, c'est accessible, ça ». Parce que de plus en plus aussi, avec les YouTubers et compagnie, bien là, on voit que on peut partir notre propre entreprise ou on peut être travailleur autonome ou on peut... Mais qu'est-ce que ça implique? Comment partir? Ça aussi, c'est des choses qu'on c'est pas toujours le même profil. C'est pas tout le monde qui s'inscrit au cégep, à l'université. Puis on a tous des routes un peu différentes. Là. Puis effectivement, de fonder sa propre entreprise... Mais parfois, on peut avoir besoin de compléments d'études aussi pour partir son entreprise, tout dépendamment du domaine dans lequel on choisit. Mais il y a un mot que je trouvais intéressant. On parlait de briser l'isolement. Parce qu'on peut penser, probablement à tort, que quand les enfants finissent l'école, que là, bien, ils passent l'été, les vacances, les amis et tout ça. Mais c'est pas toujours le cas. C'est pas nécessairement tout le monde qui a un gros réseau d'amis, nécessairement. Des fois, il y a des enfants qui sont en garde partagée aussi. Ils sont pas tout le temps dans la même région, les vacances avec les parents. Fait que, bref, ce que je trouvais intéressant, c'est que ce que vous dites, c'est que le projet brise aussi l'isolement. Ben oui, c'est certain. Parce que là, nous, c'est vraiment des mettre en action aussi. Parce qu'il y a ça aussi, tu sais, d'être enfermé chez soi, c'est un des problèmes. Oui, c'est un problème. Mais avec des les amener écrans, à sortir. les jeux vidéo, puis tout ça. Puis des amener à sortir puis à s'impliquer aussi pour vraiment redonner à la communauté. Ça, c'est sûr que c'est super important pour nous, là. Puis on s'en va les chercher avec ça, tu sais. Les clients potentiels, ils sont où? Est-ce qu'il faut attendre que les jeunes offrent leurs services? Ou s'il y a des gens qui nous regardent en ce moment qui disent, ben moi, j'aurais peut-être des trucs à faire. Ben oui. Comment je fais pour... Oui, nous, on appelle au Carrefour. Vous pouvez appeler dès maintenant au Carrefour Jeunesse Emploi. Vous dites que c'est pour, justement, un travail pour la CIEC. Puis nous, il y a déjà des coordonnatrices, justement, qui prennent les appels. On a déjà une liste, une petite liste, là. Il y a beaucoup de gens qui nous avaient appelés beaucoup d'avance, à qui on avait dit que les jeunes rentraient fin juin, donc de nous rappeler à ce moment-là. Bon, est-ce que le contexte de la pandémie change quelque chose aux habitudes du programme? Là, on est en déconfinement, mais, bon, mais on est encore là-dedans encore un peu pour quelques semaines. Est-ce que ça change quelque chose pour vous autres? Bien, nous, c'est sûr que là, le Carrefour, ça fait longtemps qu'on est de retour aussi en présentiel. Donc, toutes les mesures, vraiment, c'est sûr qu'il y a beaucoup de... Bon, les masques, les plexiglas, les lunettes et tout ça. Donc, nous, c'est sûr que les clients peuvent vraiment compter sur la CIEC pour...
toutes les mesures vont être respectées, même à l'extérieur. S'ils sont à moins de 2 mètres, ils vont avoir le masque. Il ne faut vraiment pas avoir peur d'inviter la CIEC chez soi, surtout pour des travaux extérieurs. C'est sûr qu'on va prioriser cette année les travaux extérieurs tant qu'on n'a pas le droit d'aller dans les maisons. Donc, c'est sûr que le lavage de vitres, mis à part si, des choses comme ça, on ne pourra pas. Mais sinon, le reste, oui, ça va être de vraiment être une police plus du masque puis du purel pour les jeunes qui, normalement, dans le cadre, quand ils sont dans l'établissement, c'est sûr que ça ne posera pas de problème. Mais on va vraiment mettre les bouchées doubles pour faire en sorte que ça soit respecté même à l'extérieur quand ils font des travaux. Donc, la coopérative d'initiation à l'entrepreneuriat collectif, le CIEC, qui nous revient donc cette année dans le cadre, évidemment, des projets du Carrefour Jeunesse Emploi Iberville-Saint-Jean. Donc, 10 à 15 jeunes âgés entre 12 et 17 ans qui y participent cet été. Et donc, comme on le disait, si vous êtes des clients potentiels, vous faites dès maintenant, évidemment, rentrer en communication avec eux pour dire, exprimer vos besoins. Oui. Sinon, peut-être que les jeunes viendront à vous aussi quand viendra le temps d'offrir leur propre service. Certainement. Un gros merci puis bonne chance. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. Dernier rappel, c'est la prochaine collecte de sang sur le territoire dans la région, organisée conjointement avec Emma Québec et la station de radio Boom 104.1. Donc, c'est lundi-mardi, les 7 et 8 juin, de 13 à 20 heures à l'Arena Marcel-Larocque dans le secteur Iberville. Et je le répète, mais à chaque fois, vous savez, depuis le début de la pandémie, maintenant, les collectes de sang, il faut prendre rendez-vous avant d'aller donner du sang. Vous devez remplir le formulaire sur le site Internet de Emma Québec. À demain. Bye-bye.